Merci, Monsieur le Président de séance, Madame et Messieurs les secrétaires généraux, secrétaires perpétuels. Je vais essayer d'aborder un sujet qui me tient à cœur par affinité, mais aussi parce qu'il a des implications pratiques dans notre pratique de médecins et de chercheurs, qui est l'analogie entre l'œil et l'appareil photographique. Je reviendrai sur les illustrations de cette première page. J'ai beaucoup travaillé ce sujet avec mon collègue Avinash Safran, qui est un neuro-ophtalmologiste passionné par l'art et la vision. Bon, les analogies peuvent sembler évidentes entre l'appareil photographique et l'œil, avec d'une part le boîtier qui est le correspondant de la sclère, l'objectif cornet cristallin qui focalise l'image sur une pellicule sensible avec un diaphragme qui correspond à l'iris, et les capteurs dont on a déjà entendu parler avec le film argentique et les différents capteurs numériques. Ça correspondrait au photorécepteur rétinien, et on voit déjà que dans cette analogie, on élimine toute la circuiterie interne de la rétine, dont je vais évoquer la fonctionnalité dans les moments qui suivent. Par ailleurs, le système est stabilisé. Il peut être stabilisé aujourd'hui de façon très efficace sur les appareils numériques en particulier, mais il est stabilisé dans notre cas par ce qu'on appelle le réflexe vestibulo-oculaire, c'est-à-dire les interactions entre l'appareil de l'équilibre, mais aussi la proprioception, donc la position du corps dans l'espace, et la position du regard. Pourtant, les finalités sont distinctes. D'un côté, il s'agit de créer un objet du regard, qui est donc soit argentique, soit numérique, avec aujourd'hui la possibilité de travailler sur la balance des blancs, des contrastes, la lumière, la saturation, et beaucoup plus en réalité. De l'autre, à partir des capteurs dont j'ai parlé, les photorécepteurs, une information qui est traitée au niveau de la rétine, et on va voir à quel point la rétine fait partie du cerveau dans le traitement de l'information, et ce sont des éléments d'information qui vont être transmis vers le siège réel de la vision, qui est le cortex, et en l'occurrence le cortex visuel primaire, et surtout ses interactions avec les autres aires du cerveau. Donc d'un côté, on a un objet d'attention, et de l'autre côté, on a un sujet attentif, et c'est dans la tension entre l'objet et le sujet que se situe le positionnement très particulier de la vision au niveau physiologique. Pour rappeler brièvement la fonctionnalité, tout se passe au niveau de cette pellicule sensible qui tapisse le fond de l'œil qu'on appelle la rétine, donc un réseau, comme son nom l'indique, même si ceux qui ont donné ce nom ne savaient pas encore pourquoi. Je pensais que c'était simplement un filet. La rétine est donc composée d'un tapis de 130 millions de photorécepteurs qui détectent la lumière. On va voir avec des intensités qui peuvent être extrêmement faibles mais aussi extrêmement importantes. Et ensuite, un traitement de l'information se produit jusqu'à ce qu'au niveau des cellules ganglionnaires qui vont composer le nerf optique, une information codée soit envoyée vers le cerveau. On reviendra aussi sur la particularité de l'œil humain et de l'œil des primates d'une matière générale, qui est la répartition dans la rétine des photorécepteurs et de la connectique, qui fait que nous avons deux visions, une vision centrale extrêmement précise et particulièrement colorée, et une vision périphérique qui, elle, est beaucoup moins précise, mais nous permet de voir la nuit et qui est une vision d'alerte. On verra aussi que nous avons cette fonctionnalité double entre la lumière et l'obscurité, mais je ne reviendrai pas beaucoup sur cet élément. Cette dualité est liée au fait que nous avons deux types de photorécepteurs. Des photorécepteurs qui fonctionnent la nuit principalement, les photorécepteurs à bâtonnets, dont on voit ici la répartition sur une coupe de la rétine, c'est connu depuis les années 30. Cette répartition des photorécepteurs nous permet essentiellement en vision périphérique de détecter très peu de lumière. En théorie, un bâtonnet est capable de détecter un seul photon, c'est-à-dire l'équivalent d'une extrémité de cigarette allumée par nuit très noire à 10 km. En fait, le système optique de l'œil fait que c'est plutôt 10 photons que nous pouvons détecter, mais c'est quand même remarquable comme système. Et ce système va saturer, mais un relais est pris par la vision des cônes qui, eux, vont permettre de voir jusqu'à la lumière du soleil, dont on sait depuis Platon et l'Antiquité qu'il faut éviter de la regarder, surtout après ce qu'on a dit La Rochefoucauld. Et cette capacité de fonctionner dans deux registres de luminance se superpose dans les circonstances de la vie quotidienne, puisque nous sommes dans une vision intermédiaire entre la vision nocturne et la vision de jour. Il faut dire aujourd'hui qu'avec la pollution lumineuse du monde dans lequel nous vivons, nous n'utilisons presque plus nos bâtonnets, sauf dans des situations rares d'obscurité totale, et nous fonctionnons presque toujours dans une vision photopique. Or, les cônes ne représentent qu'une minorité des cellules de la rétine, seulement 5 millions sur 130 millions, et ils sont principalement répartis au centre de la rétine, mais aussi en périphérie, où ils sont responsables de notre vision périphérique lorsqu'il y a de la lumière. Cette dualité de fonctionnement avait été très bien comprise par les peintres. Simplement, le gain et l'amplitude de la lumière qui pouvait être reproduit par Rembrandt, par exemple, n'étaient pas du tout de plusieurs logarithmes, mais simplement d'environ 1 à 1000. Cependant, ils ont tout à fait réussi à restituer cette sensation qui est aussi aujourd'hui utilisée dans le traitement de l'information dont nous pouvons bénéficier.
Au niveau des photorécepteurs, on a une mosaïque très très fine, donc qui correspondrait au grain argentique ou au nombre de pixels si on veut avoir des approximations vagues, qui vont donc permettre, avec cette mosaïque de cônes, et en particulier la vision, donc la trivariance colorée, comme ça je parle un petit peu du sujet que m'avait initialement donné Gérard Berry, qui était la vision des couleurs, donc avec 3 pigments qui vont fonctionner en atmosphère lumineuse forte, avec 3 couleurs élémentaires, mais la vision nocturne, elle, se repose essentiellement sur le spectre de la rhodopsine, donc une vision qui est pourpre, et donc la nuit, nous n'avons pas de vision des couleurs, nous n'avons qu'une vision en noir et blanc, en réalité en pourpre et blanc, et pourpre et noir. Et donc cette mosaïque de cônes, on va le voir, est répartie de façon extrêmement précise, de façon quasi cristalline, et elle va initier l'ensemble du traitement de l'information visuelle qui va ensuite être effectué dans le reste de la rétine, au niveau de la rétine externe d'abord, puis de la rétine interne, avec un traitement des 2 grandes catégories philosophiques qui sont d'une part l'espace et d'autre part le temps. Le temps étant ici le mouvement, mais on va voir qu'il y a une autre façon de parler du temps lorsqu'on parle de la rétine, qui est une composante essentielle. Il y a un contraste spatial qui se déroule au niveau des photorécepteurs et des cellules qu'on appelle horizontales dans la rétine externe, puis un contraste temporel de détection du temps. La stimulation lumineuse va activer une cascade d'événements au niveau des segments externes des photorécepteurs, des réactions photochimiques, qui dans le cas des bâtonnets correspondent à une amplification de 1 million du signal. Donc un photon va activer finalement 1 million de canaux ioniques à la suite de cette activation. Cette activation va ensuite être véhiculée de manière très proportionnelle vers les neurones de la rétine interne, avec, comme je l'ai dit, un traitement spatial d'abord, puis un traitement temporel. Et au niveau du nerf optique, ce sont des potentiels d'action qui vont coder les informations sur lesquelles nous allons revenir, que sont le temps, le mouvement, le contraste, de façon très précise. Et donc il y a un substrat neuronal au niveau de la rétine. Ce substrat neuronal est très précis, avec des cellules de connexion qui vont inverser le signal ou le conserver, comme dans un ordinateur, au niveau des cellules bipolaires, mais aussi au niveau de la rétine interne, une variété extraordinaire de cellules ganglionnaires. On en est aujourd'hui, non même pas à 14 comme j'ai mis dans ces diapositives, mais à une vingtaine de types de cellules ganglionnaires qui vont traiter le signal. Un autre élément très important, c'est la plasticité de ce circuit neuronal qui va évoluer considérablement au cours du développement dès la naissance et avant, mais tout au cours de la vie, pour s'adapter à des circonstances visuelles, mais aussi à des circonstances pathologiques. Pour revenir brièvement sur le contraste spatial et des illusions très connues que sont les bandes de Mach, il y a au niveau de la rétine externe une inhibition latérale entre les cellules périphériques et les cellules centrales. Si on stimule par exemple le photorécepteur central que j'ai illustré ici, en fonction de l'éclairage, de l'éclairement qu'on va apporter au photorécepteur périphérique, le signal va être complètement différent. Ceci aboutit à un rehaussement des bords que Mach avait très bien illustré. Sur ces bandes de Mach, on a l'impression d'une hétérogénéité des grilles sur chacune des bandes. En réalité, c'est simplement le contraste avec la bande d'à côté qui donne cette impression. Les bandes sont tout à fait homogènes. C'est une des illusions de notre système visuel qu'on retrouve aussi dans une des illusions classiques qu'on enseigne aux étudiants, où vous avez l'impression qu'il y a des points gris au milieu de chacun des croisements. Dès que vous regardez chacun d'entre eux, il disparaît. C'est lié à cette inhibition latérale qui fait et qui doit nous permettre de nous souvenir à tout instant que ce que nous voyons, ce sont des illusions que nous avons appris à reconnaître et à connecter à la réalité. Mais ce ne sont que des illusions que crée notre système visuel, mais des illusions intelligentes, intelligibles. La même chose se déroule au niveau des couleurs. Et on a une opposition latérale entre les couleurs, donc on a parlé de la trivariance colorée. Si on regarde ces 2 carrés ici, ils ont exactement la même couleur. Si on les rapproche du champ récepteur central, on a l'impression qu'ils ont des couleurs tout à fait différentes, alors que ce sont exactement les mêmes. C'est un effet de contexte. Donc la couleur que nous croyons voir est une couleur relative, d'aujourd'hui, ce qu'exploitent très bien les artistes, et même dans des domaines comme la mode, des couleurs intermédiaires qui sont de fausses couleurs créées par contraste entre des couleurs latérales. Ceci avait été très bien compris par tous, et en particulier par les pointillistes, mais aussi par exemple par Vasarely. Seurat, donc, qui travaillait sur les bandes de Mach, ceci est une parfaite illustration des bandes de Mach, en fait, sur un personnage. Il a fait la même chose sur les couleurs, le tableau du cirque en est une très belle illustration. Et Vasarely, ici, on a l'impression que le gradient qu'on a ici est composé de bandes, on ne voit peut-être pas très bien, qui ont l'air d'être hétérogènes. En réalité, elles sont toutes parfaitement homogènes, et ceci va correspondre à ces phénomènes de bandes de Mach appliqués à la couleur. Pour comprendre mieux comment fonctionne le système visuel, nous disposons aujourd'hui d'outils qui vont nous permettre de comprendre comment nous voyons à partir de la rétine jusqu'au cerveau, et d'en apprendre aussi comment restituer une partie de la vision, et peut-être aussi comment mieux programmer certaines caméras, ce que j'essaierai d'illustrer.
On peut aujourd'hui activer de façon extrêmement sélective un type cellulaire de la rétine, des photorécepteurs jusqu'au ganglionnaire, et ceci est vrai jusqu'au cerveau, par une technique qu'on appelle l'optogénétique. Il y a d'autres technologies, mais cette technologie est extrêmement précise. On peut enregistrer cellule par cellule ou en électrodes multiples, en utilisant en particulier une dissection optique en microscopie biphotonique qui permet de mesurer l'activité au niveau d'une cellule de lait avec des capteurs données. On peut ainsi reconstituer le signal dans la rétine, avec aujourd'hui une précision qui atteint 95%, les 5% restants n'étant pas les plus faciles à décoder. Et ce stimulus qu'on peut provoquer au niveau des photorécepteurs va être codé, comme je l'ai montré tout à l'heure, au niveau de cellules intermédiaires. Et le signal que j'avais décrit de façon assez simpliste tout à l'heure, en réalité correspond à une vingtaine de signaux différents, chacun reproduisant une des caractéristiques de l'image. Aujourd'hui, il est possible, grâce à l'holographie dont on vient de parler, une technique développée par Valentina Emiliani à Paris, de stimuler de façon très sélective une partie seulement d'une cellule, et il est aussi possible en microscopie biphotonique d'enregistrer une cellule donnée. On a aujourd'hui donc la possibilité, c'est ce que nous faisons à l'Institut de la Vision, de mesurer de façon extrêmement sélective la réponse d'une cellule donnée à une stimulation extrêmement fine sur une partie des cellules initiales, bipolaires ou ganglionnaires. À partir de ça, c'est une illustration que je donne ici, on va pouvoir reconstituer le codage et essayer de conquérir les 5% restants dont je parlais. Et je vais illustrer aujourd'hui l'état des connaissances. Si on regarde ce film que m'a fourni Boton Rosca de Bâle, d'où l'image de Roger Federer, on a cette partie du visage qui correspond à un module. Donc il manque une partie de la diapositive à chaque fois, mais je vous lis donc une zone limitée de la scène qui est analysée par un module avec la partie stimulation, la partie inhibition et le codage spatial et temporel dont j'ai parlé. Et l'ensemble du visage, ici par exemple c'est une cellule ganglionnaire qui va jouer sur les contrastes de bord. L'ensemble du visage va être analysé avec un ensemble de modules et des interactions entre ces différents modules. Tout est fait simultanément. Ça, c'est un élément très important sur lequel je vais revenir. C'est un temps qui est absolument simultané. Et la vision que nous avons, que nous croyons avoir, c'est un empilement de 20 canaux différents de traitement de l'information sur les bords, sur le contraste, sur le mouvement, sur l'intensité, qui vont s'empiler. Ici, on a simplement 6 de ces canaux qui sont transmis vers le cerveau à partir d'un visage qui bouge. Nous ne voyons évidemment aucune de ces images. Le cerveau se charge d'en faire une information utile pour nous, mais chacune d'entre elles est extrêmement importante. Il y a donc au niveau de la rétine un traitement d'une très grande complexité qui va enregistrer les attributs de l'image, qu'il s'agisse de la luminosité, des couleurs, du contraste, du mouvement, qui va traiter l'information avec quelque chose qui est tout à fait extraordinaire, qui est une adaptation à la luminance, au contraste et au mouvement, en fait une optimisation des variables et des paramètres. Et surtout, il y a une détection de certaines configurations caractéristiques. Et tout récemment, on s'est aperçu qu'il y a même une prédiction, puisque certaines cellules vont finalement, lorsqu'elles ont été restimulées avec la même stimulation, répondre de façon beaucoup plus importante, une espèce de priming ou une espèce de prédiction qui va permettre de prédire l'évolution spatio-temporelle de certains des stimuli, donc de s'attendre à ce qu'un stimuli arrive. Je vais en donner une illustration, c'est la ségrégation figure-fond. Sur cette figure, par exemple, il y a une élimination de figures qui n'ont pas d'intérêt, tout ce qui est statique. Il y a un traitement de l'information qu'on croyait jusqu'à présent réservé au cerveau, qui commence dès la rétine. Et lorsqu'on a des figures en mouvement comme ces deux voitures qui vont dans des directions différentes, l'observateur qui lui-même peut se déplacer avec sa perception de son corps et de sa présence dans l'espace, va détecter les mouvements dans un sens et dans l'autre. Et les cellules ganglionnaires vont individualiser des figures en fonction de leur direction, de leur mouvement respectif, et vont supprimer tout mouvement qui n'est pas cohérent par rapport à ça. Donc l'information qui va quitter la rétine pour aller vers le corps géniculé et surtout vers le cortex, cet empilement d'informations contient une extrême richesse, d'où la tragédie évidemment de la perte du tissu rétinien dans les pathologies et d'où l'extrême importance de comprendre cette signalisation pour essayer d'en restituer le plus possible. Mais tout se passe évidemment au niveau du cerveau, et au niveau du cerveau, quelque chose à quoi j'ai fait allusion en tout début de cet exposé, un phénomène tout particulier survient, c'est qu'il y a un privilège attentionnel, sur lequel je reviendrai à la fin de cet exposé aussi, qui est que nous voyons beaucoup mieux au centre. J'ai montré tout à l'heure la répartition des cônes et des bâtonnets, la densité des photorécepteurs est majeure au centre, l'acuité visuelle est bien meilleure, la vision colorée est bien meilleure, mais surtout au niveau du cerveau, la zone qui correspond au centre n'a absolument rien à voir en termes de taille par rapport à tout notre champ visuel. Nous avons un champ visuel d'à peu près 80 degrés. Les quelques degrés centraux, les 2-3 degrés centraux, occupent la majorité de l'espace du cortex visuel. Comme vous le savez, c'est la même chose pour la main dans le cortex moteur. Donc il y a un privilège attribué à certaines des fonctions. Dans notre cas, on peut penser que c'est la reconnaissance des visages ou la lecture, si on veut s'imaginer qu'il y a une finalité à cette évolution.
La fixation fovéale va donc commencer dès la rétine, avec cette zone toute particulière qu'on appelle donc la fovea, qui est donc une petite tache au centre de la rétine, qui fait 300 microns de diamètre et moins de 300 microns d'épaisseur, et qui va donc lire avec une résolution extrêmement fine au centre. Plus on va s'excentrer, plus il faudra des caractères de très grande taille pour voir. Et ce phénomène se poursuit parce que la connectique au niveau de la rétine est elle aussi au privilège de la zone centrale. Un neurone central va avoir plusieurs neurones secondaires appairés, alors qu'un neurone périphérique va converger par milliers en fait vers un seul neurone de stimulation. Donc la projection fovéale va privilégier cette vision centrale par rapport à cette vision périphérique. Et encore une fois, les peintres l'avaient compris. Un seul exemple, mais il y en a beaucoup, celui de Renoir sur le portrait de Madame Henriot, qui a très bien compris qu'on ne regardait que le visage, même si on a sans doute d'autres pôles d'attention chez cette personne. Et sur ce visage et son regard, donc elle vous dit bien, regardez-moi dans les yeux. Et quand vous regardez cette personne, le reste est flou. Ce qu'avait très bien compris Renoir, qui a voulu reproduire nos stratégies du regard. Mais évidemment, notre regard se balade et il va chercher de la netteté ailleurs qu'il ne va pas trouver dans ce tableau. De la rétine au cerveau, il y a donc tout un traitement d'informations, des informations qui sont traitées, qui sont modifiées, qui sont transmises par des canaux. L'aspect computationnel apparaît compliqué, en fait il est dérisoire par rapport à la complexité réelle du système, avec un temps qui va rythmer l'ensemble des stimulations, des structures qui sont dévolues chacun au traitement de certains paramètres. Par exemple, la zone V4 du cortex va traiter plutôt des couleurs, une autre zone va traiter des mouvements. Et par rapport à des problèmes philosophiques très anciens, en particulier le problème de Molineux ou la célèbre lettre sur les aveugles qui reprend ce problème, la question de l'inné et de l'acquis montre qu'il est aujourd'hui de plus en plus possible de penser qu'il y a une préprogrammation du cortex avec des zones qui sont spécialisées sur la reconnaissance des visages, la reconnaissance des objets, mais aussi la reconnaissance des mots, ce qui est très étonnant, puisqu'il a été montré récemment que le codage de l'information auditive pour certains aveugles qui étaient donc réalisés par de l'information visuelle qui était transformée de façon auditive, se faisait au niveau de la zone de lecture qui a été très élégamment découverte par Stanislas Dehaene et Laurent Cohen ici à Paris, et qui est donc une zone qui normalement ne devrait pas exister chez un aveugle qui n'a jamais vu avec son regard, et pourtant il va lire avec ses oreilles, avec la zone de vision que nous utilisons pour lire. Donc il y a une espèce de pré-câblage du cerveau, évidemment qui va être affiné de façon considérable au cours de l'apprentissage, et en ce moment il y a une expérience énorme qui se déroule en Inde. Il y a déjà 400 adolescents qui ont été opérés, considérés comme aveugles de naissance, et il s'avère qu'ils sont sensibles très vite aux illusions que nous avons. Or, ces illusions ne peuvent venir que de l'expérience, donc il s'avère qu'il y a déjà une espèce de préprogrammation de cette illusion que nous subissons et dont nous bénéficions aussi. Alors, il y a un modèle privilégié auquel je viens de faire allusion, qui est la restauration visuelle, parce que l'analogie de la caméra, elle a aussi un intérêt, c'est de se dire, pourquoi pas remplacer l'œil souffrant ou l'œil malade par une caméra. D'où le concept de rétine artificielle, qui, au-delà de l'intérêt thérapeutique qu'elle peut présenter, représente un paradigme particulièrement stimulant et particulièrement aussi source de difficultés et de questions, qui est le codage de l'information. Cette fois-ci, on va donc proposer de placer au niveau de la rétine les fameux pixels numériques qui vont donc être placés soit au niveau des photorécepteurs eux-mêmes détruits dans certaines maladies génétiques ou le vieillissement, soit au niveau des cellules ganglionnaires pour provoquer une stimulation. Donc nous sommes investis dans cette recherche depuis maintenant 15 ans avec une partie clinique qui est depuis 7-8 ans. Je vous montrais par exemple tout à l'heure un patient aveugle qui a utilisé cette technologie mais avec aujourd'hui une résolution assez faible. Et donc l'analogie caméra et numérique devient encore plus prégnante dans ces situations-là, mais elle a aussi des enjeux majeurs. Aujourd'hui, la vision artificielle, c'est stimuler la rétine elle-même au niveau de la rétine en épirétinien ou en sous-rétinien, au niveau du nerf optique, ça ne marche pas très bien, mais aussi au niveau des centres, et puis au niveau du cortex. Et donc, nous travaillons sur ces différents axes. Je vais vous illustrer seulement deux de ces axes. Ici, un patient, donc on n'entend pas, mais aveugle, qui a retrouvé une partie de sa vision et qui est donc capable sur cette image. Donc le système, c'est une caméra sur des lunettes qui envoie vers un système de processing d'image, donc un petit ordinateur, vers un émetteur, puis une antenne qui est sur l'œil, connectée à une puce électronique placée sur la rétine par un câble. Aujourd'hui, nous sommes à 60 électrodes, mais on a obtenu hier l'autorisation de l'agence de sécurité. On a développé en France une prothèse à 150 électrodes et on a obtenu l'autorisation de la tester dès le mois prochain. Donc vous voyez ici ce que voient les électrodes en question, on va parler de vision, une stimulation extrêmement hétérogène dont le patient doit être capable de faire une interprétation. Et c'est un apprentissage, c'est le cerveau qui va donner du sens à une stimulation qui est tout sauf naturelle et tout sauf précise. Donc c'est le cerveau, grâce en particulier aux mouvements oculaires sur lesquels je reviendrai, qui va jouer ce rôle important. Donc dans les observations que nous avons pu réaliser sur les patients, puisqu'ils nous ont eux-mêmes apporté
des informations d'une richesse considérable. Il y a d'une part la plasticité du cerveau qui apprend, donc l'analogie numérique, c'est que s'il n'y a pas derrière un cerveau qui est capable de traiter l'information n'a aucun intérêt, que la récupération va être fonction de la qualité de l'information visuelle produite. Et aujourd'hui, nous travaillons donc d'une part sur deux améliorations, la résolution, je vais parler maintenant du triplement du nombre d'électrodes, mais surtout le pré-traitement de l'information pour reproduire une partie de ce que j'ai montré en introduction de cet exposé, comment la rétine traite l'information pour essayer d'en dupliquer le plus possible les capacités. La résolution, c'est donc la fameuse théorie de l'acuité visuelle, qui est en partie fausse, mais suffisamment intéressante pour s'en servir, avec le contraste entre les points, plusieurs points. L'acuité visuelle, c'est séparer deux étoiles dans le ciel, donc c'est la résolution. Plus on va avoir de résolution au niveau donc entre les électrodes, et plus on va pouvoir espérer avoir une meilleure résolution. Donc on a développé en partenariat avec Stanford des puces à photodiodes. Ici, c'est un panel de photodiodes qui sont sensibles à la lumière avec un circuit qui leur permet d'amplifier la lumière, donc sans amplification extérieure. Donc le système est implanté dans l'œil de façon chirurgicale. Donc ici c'est une illustration qui est évidemment purement numérique. Donc je vous demande de bien en prendre conscience. Donc on va implanter sous la rétine ces panels d'électrodes qui vont donc recevoir ensuite une stimulation lumineuse par un projecteur, donc une lumière qui n'est pas la vision naturelle, une projection, mais dont on va tirer bénéfice. Et si au lieu on va projeter ici une fleur sur le fond d'œil de ce patient aveugle, avec donc une image qui va reproduire avec une résolution qu'on peut espérer atteindre 600 pixels, sachant que nous avons des millions de pixels. Et cette résolution va ensuite entraîner une stimulation de la rétine interne, comme je l'ai décrit tout à l'heure, pour autant que la rétine interne soit encore fonctionnelle. Donc ici, vous avez l'électrode avec l'amplification autour, et cette stimulation va ensuite aller vers le cerveau. Donc là, ces prothèses-là devraient être testées normalement, elles sont développées en ce moment chez nous, d'ici 1 an à peu près, aussi chez nous. Donc là, on s'inspire en fait d'une fonctionnalité de la rétine qui est d'être une caméra biologique, mais le mot biologique importe considérablement. En effet, c'est tout sauf une caméra classique. La caméra, je ne vais pas refaire l'historique, j'oserais pas, c'est un héritage du dessin avec l'aspect sténopéique. Et aujourd'hui, ce que nous faisons depuis la guerre et puis tous ceux qui ont été mentionnés, Nicephore-Niepce et autres, c'est en réalité capturer un instant, qui peut avoir une certaine durée d'ailleurs, pour le reproduire. Et ce que nous appelons un mouvement, c'est la comparaison entre plusieurs images statiques prises à une fréquence de plus en plus importante. C'est Walter Benjamin qui insistait sur cette volonté de capturer l'instant et de placer le modèle à l'intérieur d'une durée qui lui échappe. Et ça avait été bien fait donc avec les techniques initiales d'étude du mouvement, en particulier par Étienne Jules Marais, où on a en réalité une série de photos qui vont nous donner l'illusion du mouvement, puisque notre rétine, à un moment donné, du fait de la fréquence d'accumulation des images, va interpréter ces images statiques successives comme du mouvement. Mais ça n'est pas du tout comme ça que fonctionne la rétine. Le traitement que je vous ai montré tout à l'heure n'est pas celui-là. La rétine ne s'intéresse qu'à ce qui change. Foucault disait que l'œil, qui a une parenté à la lumière, ne s'intéresse qu'à une naïveté du regard, qu'à des événements qui sont nouveaux et qui sont complètement imprévisibles. Ces deux composantes sont tout à fait essentielles. Et ce mouvement, ce que nous appelons mouvement, ce que nous appelons changement, c'est en réalité principalement au niveau des photorécepteurs et en aval, un changement de luminance. Donc le fondement de l'image biologique, c'est de détecter des variations de luminosité, qui peuvent être la conséquence de mouvements, évidemment, et donc de traiter les deltas, les changements, et uniquement les changements, et non pas de prendre une image totale en s'imaginant qu'en les comparant, on va aboutir à cela. Donc on a une information qui n'est pas échantillonnée, qui n'est envoyée que lorsque l'événement survient. Donc ce que vous avez là par rapport à une scène que je montrerai tout à l'heure, c'est un ensemble d'échantillons sur l'échelle du temps, avec un temps d'une extrême précision. Si rien ne se passe, il n'y a pas de signal. Le codage est donc réduit puisqu'on n'envoie pas les informations qui ne changent pas, et c'est le temps qui est l'information clé. Et donc à partir de ça ont été générés par Christophe Posch et qui est maintenant chez nous, qui était à Vienne quand il a travaillé là-dessus, des caméras qui sont très particulières puisqu'elles ne ressemblent pas du tout à nos caméras numériques actuelles. Elles sont d'ailleurs moins intéressantes pour la plupart des gens, en particulier nos professionnels. Elles ne vont détecter que des changements. Et cette détection des changements va aboutir à des images qui sont moins belles, mais qui vont permettre de réduire considérablement la quantité d'informations et surtout de ressembler au traitement de l'information visuelle. Si on prend cette scène, avec quelques éléments qui sont uniquement les mouvements des voitures, les immeubles, tout ce qui ne bouge pas n'apparaîtra même pas sur la caméra, ne sera même pas détecté, sauf que nos yeux bougent et nos yeux créent un mouvement par les mouvements, j'y reviendrai dans un instant. Et sur cette illustration, je vais essayer d'activer, vous avez la même scène.
avec uniquement la détection de ce qui bouge, c'est-à-dire les voitures. Ça va vous reconstituer une route à la fin. Il y a une diapositive que j'ai enlevée, c'est la quantité de données qu'il faut traiter par rapport à ça. Elle est réduite d'au moins 1 log, voire de 2 logs par rapport aux données qu'il faut traiter pour analyser cette scène. C'est-à-dire que quand on regarde une salle comme celle-ci, les personnes qui bougent pas ou qui dorment n'apparaissent même pas normalement pour ma rétine. Celles qui vont bouger vont uniquement apparaître parce qu'elles s'impatientent ou parce qu'elles ont peut-être une question à poser. Et donc c'est ça qui va générer en réalité l'information que le cerveau va recevoir. J'avais gardé l'illustration pour montrer, en même temps que ces images bougent, ici c'est ce que fait normalement une caméra numérique, et ici c'est ce que fait le système développé à l'Institut de la Vision, donc le système ATI, c'est pas seulement l'Institut de la Vision, mais entre autres, et vous voyez la quantité d'informations est dérisoire par rapport à ce que doit processer une caméra numérique en temps réel pour traiter cette information. Alors les applications, pour nous, elles sont d'abord dans le registre de la vision artificielle, puisque les caméras que nous utilisons maintenant, qui vont être testées justement en essais cliniques dans les jours qui viennent, ne vont plus être des caméras classiques numériques, mais des caméras de ce type, qui vont reproduire ici ces 4 cellules ganglionnaires, le signal que 4 cellules ganglionnaires, mais on peut en mettre plus, vont recevoir. Donc c'est tout un traitement numérique de l'information, mais avec la composante temps et variation. Et ceci va être projeté à partir de ces caméras vers l'œil. Et ici, vous avez le projecteur qu'on a mis au point, qui est donc placé sur des lunettes, et qui va, si j'arrive à l'activer, ça va arriver, je pense, voilà, et qui va bouger, donc, et envoyer vers la rétine des informations qui vont correspondre au codage des variations d'intensité lumineuse au cours du temps. L'intérêt aussi, c'est que ces caméras sont aujourd'hui, il y a une autre start-up qui a été créée à partir de ça, vont servir en télédétection, en conduite automobile. Il y a d'autres applications de cela, puisque ça agit en temps réel, sans traitement d'information, et avec une détection qui est extrêmement fine. Donc on se retrouve finalement avec un système qui n'est pas un vrai système photographique, il fonctionne à la lumière, comme le mot photo peut l'indiquer, il n'est pas graphique puisque rien ne s'inscrit, tout varie, et l'objet, en fait on parle d'un objet d'attention que va éventuellement apporter le système numérique, mais là il y a une flèche qui n'apparaît pas sur l'écran qui va envoyer vers l'œil, et l'œil va devoir traiter l'information à partir de l'objet d'attention, et donc on va y revenir, ce sont 2 regards qui vont s'enchaîner, celui du photographe, puis celui qui regarde. Donc il y a un objet d'attention et un sujet attentif. Et je vais passer à cette dernière partie de mon exposé, qui est le sujet attentif. Donc comme l'avait très bien dit Rousseau, ça a été repris par Starobinsky et ça a été repris dans beaucoup d'écrivains sur la photographie, l'œil c'est l'œil vivant, il est en mouvement, et l'œil c'est un regard, c'est-à-dire qu'il y a un lien qui est cognitif et qui est attentif. Donc il y a ce que le regard décide de regarder et ce que le regard des autres nous apprend sur ce qui les intéresse et ce qu'ils voient éventuellement sur nous. Donc il y a un échange et lorsqu'on n'a pas la possibilité de détecter ce regard, on perd une source d'information considérable. Mais avant le regard, il y a une fixation qui est très instable. Et par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, si l'œil ne bougeait pas sans arrêt, on ne verrait même pas tout ce qui est statique. Il faudrait bouger notre tête ou autrement. Donc les mouvements permanents de l'œil, les mouvements saccadiques, qui sont extrêmement rapides, vont créer des images à cause du système de détection dont j'ai parlé, et ils sont extrêmement rapides. Mais après, il y a des mouvements qui vont être des mouvements voulus, volontaires, des mouvements de poursuite, qui vont choisir une scène par rapport à l'autre. Mais les mouvements saccadiques que nous avons tous sans nous rendre compte, nos yeux bougent tout le temps, vont créer des mouvements illusoires. Si vous regardez les 2 indicateurs rouges, vous avez l'impression que tous ces cercles sont en train de tourner. Évidemment, rien ne bouge sur cet écran. Bon, ça aurait pu, mais ça n'est pas le cas. Ce sont des illusions autocinétiques qui sont liées au mouvement oculaire, qui créent cette impression. Mais à côté de ça, il y a donc des mouvements volontaires qui sont liés à l'attention. Et l'attention sélective, c'est d'abord placer sur la fovea, la zone centrale, la zone d'attention particulière, les scènes d'intérêt. Il y a donc une exploration de l'espace qui va placer les éléments d'intérêt, que ce soit dans un paysage, on va voir que le traitement des paysages est très différent du traitement des visages, pour déterminer quelles sont les scènes d'intérêt, qu'est-ce qui est le plus important. Alors au niveau de primaire, ça se fait par des mouvements oculaires qui vont donc fixer vers des éléments de la scène, et ces éléments de la scène vont aussi être binoculaires avec une convergence qui va se faire donc pour maximaliser le processus sélectif, parce que s'il fallait voir avec la même intensité et la même importance d'information l'ensemble de la scène, il y aurait sans doute, alors là je suis complètement finaliste, une espèce de sursaturation du cerveau par une quantité d'informations non pertinentes. Donc c'est l'attention et l'expérience qui guident l'attention, qui vont déterminer ce qui va être un sujet d'intérêt, donc ce qui va être en fixation fovéale. Et ces mécanismes attentionnels sont liés au fait que les structures visuelles, visio-motrices, puisqu'elles sont connectées à la motricité, on a une vision pour l'action, l'être humain a une vision essentiellement pour l'action, et aussi pour la contemplation, mais essentiellement pour l'action, donc avec une projection fovéale qui va enlever les éléments non pertinents qui pourraient distraire, et qui pourraient surcharger l'analyse. Il y a donc une succession de points saillants qui vont être sélectionnés de manière
voulu et réflexe, et il y a donc un mécanisme qui va déterminer des priorités attentionnelles. C'est ce que Henry David Thoreau avait très bien dit, c'est que en fait, on ne voit pas les objets, on ne voit que les objets qu'on cherche, c'est-à-dire que we find only the word we look for, et rien de ce que nous avons voulu voir ne serait sinon noyé dans cette espèce d'espace général, sans signal et sans information particulière. Et ça vient d'un mécanisme qui est aussi au niveau cortical, donc qui va donner un gating, donc une ouverture d'informations pertinentes, qui peut être volontaire, hein, qui peut être guidée par l'expérience, mais aussi par la peur, et qui vont prévenir une surcharge des fonctions supérieures. Et il y a deux types de gating. Il y a un phénomène qui est bottom-up, qui donc vient de la rétine pour aller vers le cerveau, et un autre qui est top-down, qui vient du cerveau vers la tâche, en particulier pour les tâches motrices, avec les connexions avec le cortex moteur. Donc il y a une stratégie de regard visuel qui va être associée au regard. Et donc, selon, par exemple, lorsqu'on va regarder un visage, on a plutôt quelque chose qui est top-down. On s'intéresse tout particulièrement, sauf chez les autistes, au regard et à la bouche. Alors que quand on va regarder un paysage, il y a une exploration assez systématique. Donc ça a été fait, donc ça c'est des mesures qui ont été faites sur les stratégies du regard. Donc c'est plutôt le paysage qui va nous informer, jusqu'au moment où il va y avoir de nouveau un regard dirigé vers certaines parties de la scène. En ce qui concerne les visages, nous avons appris à nous intéresser plus particulièrement, comme pour Madame le tableau de Renoir, au visage. Donc ça correspond, je ne vais pas rentrer dans le détail, à plusieurs fonctionnalités cérébrales qui sont d'une part motrices, qui sont sensorielles et qui sont liées à des tâches que nous voulons effectuer ou à des sujets d'intérêt. Donc l'information que nous apporte le regard, c'est d'abord pour nous, le regard nous permet de filtrer un certain nombre d'informations et de déterminer ce qui est important, mais c'est aussi pour les autres, parce qu'en fonction de ce que les regards effectuent, ils donnent une information sur ce qui nous intéresse ou ne nous intéresse pas. Et donc dans les interactions sociales, l'exploration du visage, qui est très perturbée chez les autistes par exemple, va permettre de déterminer les stratégies d'intérêt et va permettre donc de guider un certain mode d'interaction sociale, ce qu'ont aussi très bien compris les peintres, puisque nous regardons les regards, et ça avait été très bien dit par exemple sur ce tableau de Vermeer, donc avec les yeux attirent le regard, c'est la première chose qu'on regarde, parce qu'on s'intéresse au regard des autres, on va voir que on s'intéresse donc aussi au regard des photographes, pour déterminer le comportement, les scènes d'intérêt, et le regard en biais en particulier donne l'impression qu'il faut aller regarder une scène qui nous a échappé. Tout à l'heure, tous ceux qui regardaient vers l'écran à côté de moi, je me demandais ce qui les intéressait, jusqu'à ce que je réalise qu'il y avait un écran derrière. Et ceci va donc guider. Alors évidemment, c'est le cas aussi dans toutes les stratégies du regard qu'on veut élaborer. J'ai pas voulu saturer cet exposé, mais par exemple dans l'exploration des tableaux, si on prend par exemple la chute d'Icare ou si on prend le petit pan de mur jaune, c'est évidemment l'éducation qui nous a appris à regarder ces tableaux et à déterminer des trajectoires, à déterminer des lignes. Avant ça, on les regarde de façon indéfinie. Ça a été très bien dit par Michel Butor ou bien sûr Marcel Proust. Alors dans l'œil vivant, en fait, il y a un traitement complexe qui génère des informations qui sont décodées par le cerveau, mais après avoir été envoyées par la rétine. Ces données, elles sont modifiées, elles sont soustraites, elles sont ajoutées, elles sont enrichies. Il y a des mécanismes analytiques et des mécanismes synthétiques. Il y a des interrogations qui émergent continuellement. Et j'ai extrait cette phrase d'un article très intéressant de Patrick Rogers dans une série d'articles qui avait été publiés sous le titre L'œil vivant, cet article qui était paru dans Le Monde, sur la photographie, et où il faisait la comparaison justement entre ce que fait un appareil numérique où on a préprogrammé plus ou moins ce qui va être intéressant et ce que fait l'œil qui se reprogramme en permanence en fonction des sujets d'attention. Mais sachant tout ce que est capable de faire aujourd'hui l'analyse des données, il est possible qu'on apprenne à programmer en fonction des sujets d'intérêt en temps réel. Maintenant, jusqu'où ira ce phénomène, ça fait peur. Donc le phénomène, c'est un processus dynamique avec une intégration de facteurs temporels, des mouvements qui sont dans le temps, des saccades incessantes, une reconfiguration plastique du cortex et donc une intégration de la perception, de la cognition et de l'affection qui va être donc à la fois consciente et inconsciente. Et donc ce que disait Willy Ronis dans une interview, l'appareil voit, l'œil regarde. C'est le regard du photographe qui voit, l'appareil est guidé par celui-là. Et je citais donc dans le résumé Roland Barthes qui, après donc ce magnifique texte de La Chambre claire, lorsqu'il essaie de retrouver sa maman dans toutes les photographies qu'il avait pu retrouver, donc là on retrouve Suzanne Sontag, tout ce qui a été dit sur la photographie depuis Walter Benjamin avant, il ne reconnaissait que des morceaux, mais il ne retrouvait pas sa maman parce qu'il y a quelque chose qui est tellement vivant dans le mouvement, dans la présence, qu'il faut le regard de quelqu'un d'autre pour le restituer, mais c'est encore possible. Et donc entre photographie et photographe, je crois que c'est le photographe qui compte le plus, c'est le jeu du regard. Ce que le photographe donne à voir, c'est une reproduction du réel, mais elle a fait l'objet d'une série de choix qui transcrivent le regard du photographe, sans parler des illusions dont j'ai évoqué l'existence tout à l'heure. Elle communique plus une vision du monde du photographe et les illusions qu'il veut partager. Et je termine encore avec Henry David Thoreau.
Ça serait un grand miracle si on était capable de voir avec les yeux des autres pour un instant. Je pense que c'est exactement ça le miracle de la photographie. Je vous remercie. Merci. Y a-t-il des questions? Je suis sûr qu'il y a quelques questions, alors. Oui. Alain Aspect. Quand tu nous as dit qu'on peut détecter un photon, ou bien 10, mais peu importe, mettons un. En réalité, j'imagine que ce que tu veux dire, c'est qu'on peut détecter un flux de 25 photons par seconde et qu'on se dit qu'on a une résolution temporelle, ou bien est-ce que c'est vraiment un photon? Tu en envoies un seul et ça marche. Ou est-ce que c'est plutôt un flux et on divise par le temps de résolution? Non, ce sont des études qui ont été faites sur les photorécepteurs. C'est au niveau des photorécepteurs, donc c'est la photochimie élémentaire de la vision, c'est l'isomérisation du rétinal de 6 en trans, et un seul photon suffit à provoquer cette isomérisation. Ensuite, il y a une cascade de protéines G, donc de transduction qui se succèdent, avec une amplification de 20, puis de 50, puis 100, et on a 1 million d'amplifications au niveau des canaux ioniques. Ça, c'est au niveau du segment externe des photorécepteurs. En réalité, comme un photon tout seul va être absorbé à travers la cornée, le cristallin, il ne va pas traverser suffisamment bien, il faut théoriquement 10 photons in vivo pour provoquer ce type de stimulation. Ce sont des études isolées qui avaient été faites sur des photorécepteurs isolés ou des membranes isolées. Tu veux dire c'est vraiment fait par des impulsions brèves et pas du tout par un flux constant? Alors, à ma connaissance, ce sont des impulsions brèves. Parce que moi, je pensais que justement que les fameuses expériences... Alors, à moins que ça ait été calculé, à moins que ça ait été recalculé à partir d'un ensemble, mais en attendant, la détection théorique, c'est celle-là. D'accord. Pierre. Roger Ballian, puis Pierre Léna. Donc, c'est simplement pour savoir si dans les yeux d'insectes, les autres types d'yeux, c'est aussi élaboré. Alors bon, ça c'est très intéressant. En fait, moi j'avais été fasciné par le livre de Von Uxküll et de Butendish sur la vision des animaux. Évidemment, ils voient pas du tout la même chose. Ils ont, en fonction d'abord de leur système, puisque l'homme, enfin les primates ont la particularité d'avoir cette vision centrale et cette vision périphérique dont j'ai parlé. On a aussi cette dualité d'être à la fois diurne et nocturne. Donc comme vous le savez, il y a des animaux qui sont plus ou moins adaptés à tel ou tel environnement. Et donc pour les différentes espèces animales, et c'est illustré, alors je sais pas comment ils ont réussi à faire ça, mais c'est illustré au moins à partir des connaissances qu'on peut avoir sur la structure de la rétine. Il y a donc des visions qui sont très différentes en fait selon l'espèce et selon le mode de vie. Donc aujourd'hui, bon par exemple le système optique de la drosophile est complètement différent de notre système puisque chaque photorécepteur est isolé et câblé différemment. Mais c'est un exemple parmi énormément d'autres. Notre système visuel est adapté à un certain nombre de performances ou alors nous nous sommes adaptés à notre système visuel. Les perspectives extraordinaires de la rétine artificielle que tu nous présentes laisse penser qu'on pourrait avoir une vision artificielle dans d'autres domaines de longueur d'onde que ce que nous appelons la lumière visible, et donc une toute autre vision du monde. Oui, alors c'est déjà possible aujourd'hui lorsque c'est tout simple. En fait, par exemple, sur les lunettes à réalité augmentée, beaucoup y ont travaillé, on y a aussi travaillé. Il suffit de prendre des caméras infrarouges ou des caméras qui vont détecter et de repasser dans le spectre visuel. Sur la rétine artificielle, le système que j'ai présenté là, en fait, il y a deux systèmes. Il y a un système où il n'y a pas de lumière qui est envoyée dans l'œil, ce sont uniquement des signaux électriques qui sont envoyés, donc on peut envoyer ce qu'on veut. On pourrait même voir des ondes extrêmement peu intéressantes pour nous et peut-être effrayantes. Et donc ça nous dit bien d'ailleurs que la perception, et ça avait été très bien vu sur tout ce qui est la conception des spectres électromagnétiques, la perception c'est simplement qu'on est adapté à un spectre très particulier. Ça a été fait, on pourrait être parfaitement aveugle si on n'était pas capable de détecter ce petit spectre-là. Mais dans les lunettes à réalité augmentée, en transformant du signal infrarouge par exemple en signal visuel, en fait, dans le spectre visible, on peut faire voir effectivement complètement la nuit avec avec tout petit peu de lumière infrarouge quand même. Donc c'est tout à fait possible. D'ailleurs, ça existe déjà pour les militaires, hein, mais c'est quelque chose qui peut être amplifié. Après, il faut voir à quoi ça peut servir. Mais par exemple, nos patients sur les lunettes à réalité augmentée, les patients qui ont des rétinopathies pigmentaires qui voient très mal la nuit, sont très contents ne serait-ce que de ce paramètre-là. C'est l'augmentation de l'intensité lumineuse et d'être capable de re-optimiser le gain au niveau du système. Voilà. Et ensuite, la dame qui est à côté, Pierre Léna. Oui, alors, au niveau du traitement de l'image et de sa représentation, dans quelle catégorie vous auriez tendance à mettre, est-ce que c'est l'imaginaire, du regard vers le corps, quand il s'agit de la dysmorphophobie? Il
je ne peux pas répondre complètement à votre question. Bon, il y a une partie qui est certainement qui relève de la psychologie, et la psychologie étant un terme très large, hein, et qui est certainement pas un terme négatif dans ma bouche. Mais il y a, alors, est-ce que c'est la dysmorphophobie par rapport à soi-même ou c'est par rapport aux autres? Déjà, c'est un élément qui est important à discuter. En fait, il y a une auto-perception du corps et il y a une auto-projection du corps. On l'a vu. Peut-être je réponds un peu à côté de votre question, mais je pense que ça peut éclairer quand même, si j'ai bien compris votre question. Chez des patients aveugles qui ont retrouvé ces sensations-là, par exemple le patient qu'on voyait tout à l'heure, il s'apercevait qu'en fonction de la position de son corps et de sa représentation qu'il avait du corps, il voyait les images différemment. Et il nous l'a décrit. On n'avait pas du tout anticipé cette possibilité-là. Et il avait appris, en fait, il y a aussi ce qu'on appelle les synesthésies, qui vont donc être des sensations convergentes, en fait, qui peuvent être produites. Ce qui est sûr, c'est que tout relève à un moment donné d'une interprétation d'un certain nombre d'illusions. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Je suis Dominique de Fonréau. Je parlais tout à l'heure en fin d'après-midi et j'étais absolument passionnée par cette communication et frappée, comme vous l'avez dit à plusieurs reprises, finalement de la manière dont les peintres ont eu la sensation, l'intuition, je ne sais pas comment appeler ça exactement, mais de ce que vous venez de dire. Génie. Et notamment, je suis aussi directrice du musée Delacroix et je m'intéresse beaucoup au lien entre Delacroix et la photographie. Et Delacroix reprochait à la photographie, d'une certaine manière, qu'elle était un peu une sorte de paradigme de la saturation, c'est-à-dire ce que vous avez vu tout à l'heure. Et je me demande finalement si la manière dont il a été gêné, comme l'a été gêné après lui Baudelaire, n'est pas finalement, au contraire de ce qu'on a pu dire, le fait que le daguerreotype permettait de voir plus que l'œil, mais de permettait finalement de se substituer à sa propre vision de ce qu'il aurait vu lui-même. Et je trouve que vraiment ce que vous venez de dire est extrêmement intéressant. Alors, il y a une phrase qui me guide toujours, que je cite souvent, c'est une phrase de Delacroix qui dit que l'exactitude n'est pas la vérité. Et je pense que c'est exactement la problématique qu'on a, c'est-à-dire qu'on peut accumuler une infinité de détails qui sont insignifiants, parce que la signification, c'est ce que nous souhaitons lui donner. Et je pense que ce dialogue, cette espèce de conflit, comme beaucoup de conflits qui est mal posé, mal fondé, la question, c'est celle du regard, c'est pas vraiment celle de la résolution de l'outil. Tout à l'heure, cet enjeu d'exactitude et de vérité qui m'est très cher. Et les peintres, en fait, on peut utiliser, moi ça m'arrive assez souvent d'utiliser plusieurs peintres pour expliquer comment fonctionne le système visuel, évidemment Monet, mais énormément, et pas seulement les pointillistes. Par exemple, ma femme regardait l'autre jour une partie de ma présentation, et comme elle m'a fait l'observation, je l'ai enlevé pas mal, beaucoup de tableaux, c'est des tableaux des primitifs flamands ou des flamands. Il y a une richesse incroyable de compréhension du traitement de l'information, et puis évidemment sans parler de toute l'histoire de la perspective qui nous renvoie au binoculaire. Becker. Oui, merci de ce remarquable exposé. Il y a une question qui se pose nécessairement à l'astronome un peu. Qu'est-ce qui limite le pouvoir de résolution? Est-ce que c'est l'ouverture de la pupille ou est-ce que c'est la structure de la rétine? Alors, la pupille, je pense que c'est principalement sur la profondeur de champ que ça va jouer, enfin, en bonne partie. La théorie classique de l'acuité visuelle, qui a maintenant 120 ans, 130 ans, c'était le grain des photorécepteurs. En théorie, comme la taille d'une cellule est estimée à 10 microns, il était estimé qu'il fallait qu'il y ait une cellule stimulée au milieu, entourée de deux cellules qui n'étaient pas stimulées, ou il fallait qu'il y ait un contraste avec une cellule non stimulée entre deux cellules stimulées. On ne connaissait pas les champs récepteurs, ça date des années 50. Donc, à l'époque, dans cette théorie de l'acuité visuelle, c'était uniquement au niveau des grains des photorécepteurs. Et l'idée, c'est qu'il fallait, comme pour deux étoiles, que vous ayez deux points lumineux séparés par une zone noire. Et l'acuité visuelle, la théorie de l'acuité visuelle, c'est la perception des étoiles. Donc ça renvoie complètement à votre domaine de l'astronomie. Donc au départ, c'était ça. Mais aujourd'hui, on sait que c'est très réducteur de voir les choses comme ça. C'est confortable pour nous pour travailler, pour augmenter la résolution. En réalité, c'est le traitement de l'information qui va se faire dans la rétine externe, principalement pour le contraste spatial, et ensuite en plus interne pour le mouvement. Donc c'est un traitement de l'information. Et aujourd'hui, on peut pallier une partie de la perte d'acuité visuelle par le mouvement, parce qu'on peut sensibiliser la détection en moyennant un certain nombre d'images avec un regard extrêmement rapide. Donc il y a des possibilités que ces caméras permettent, mais que le regard utilise déjà. Et beaucoup de malvoyants apprennent en réalité, sans le savoir, à utiliser les mouvements des yeux, d'une part pour déterminer les zones de fixation privilégiées, ou moins défavorisées, je dirais plutôt, pour les malvoyants, mais aussi pour essayer de jouer sur ce petit contraste du mouvement, qui est, ce que j'ai dit tout à l'heure, la rétine ne fonctionne qu'avec le mouvement. Merci. S'il vous plaît. Deux dernières questions. Excusez-moi, quelle pourrait être là où les distances focales de l'œil? Les distances focales?
de l'œil? Alors bon, aujourd'hui, nos distances focales, quand on est pour les jeunes, donc je parle plus de moi, c'est très près, hein, puisqu'on peut voir en principe à 10, enfin si on n'est pas myope, hein, je parle de l'œil hémétrope, donc ou l'œil corrigé. Donc le parcours accommodatif, puisque le cristallin va donc s'adapter en fonction de la focalisation, ça c'est aussi un mécanisme extraordinaire. Donc on peut s'adapter jusqu'à 10 cm. En principe, c'est plutôt 33 cm et c'est jusqu'à l'infini. Après, à partir de 45 ans ou un peu avant, un peu après pour d'autres, le temps passe. On n'a pas d'équivalent d'objectif à l'objectif, par exemple. Pardon ? On n'a pas d'équivalence à un objectif. On peut parler. Alors, on peut dire ça comme ça, mais en réalité, le système du cristallin est très intéressant. Il y a donc c'est une suspension de ligaments avec, c'est comme un oignon en fait, avec différentes lentilles qui vont donc bouger et qui vont modifier leur capacité réfractive en fonction de ça. Alors avec l'âge, la réfraction change puisqu'il y a on perd certaines couleurs et puis il y a aussi donc une myopisation qui se déroule progressivement. Mais en principe, c'est très mécanique hein, comme phénomène. Alors par rapport aux lentilles existantes, c'est une des possibilités, c'est de faire varier plusieurs lentilles à l'intérieur. Il y a un prix à payer en termes de contraste par rapport à ça. Mais comme nous, on privilégie la vision très centrale, ce prix finalement est pas très cher payé. Et le champ visuel? Alors le champ visuel, donc il est en principe à peu près, il est plus large en temporal qu'en nasal, donc c'est 90 degrés, 70 degrés à peu près, et la zone la plus précise correspond à 3-4 degrés, 7 degrés dans l'acception la plus large. Merci. Je vous en prie. Oui, question. Alain Gallet des Ateliers Beaux-Arts de la Ville de Paris, c'est une question très pratique. Est-ce que l'Institut de la Vision entretient des rapports réguliers avec les artistes ? Oui, alors énormément. On a eu des artistes en résidence. Malheureusement, ça avait été interrompu au moment de l'incendie de l'Institut, mais ça a repris. Il y a tout un travail qui est fait. Régulièrement, les musées nous demandent d'accueillir des artistes qui passent du temps, discutent avec les chercheurs. On a aussi, je ne l'ai pas montré parce que c'est trop beau et donc la beauté parfois cache l'effet. Il y a toute une technique qui a été mise au point par un de nos chercheurs qui s'appelle le Brainbow, où on peut marquer chaque neurone avec des couleurs différentes, avec une analyse combinatoire. Et ça a été exposé au MoMA. En fait, ces images ont été exposées dans des expositions artistiques en fait et pas spécifiquement scientifiques. Par ailleurs, donc on a régulièrement ces contacts puis là avec Philippe Walter, donc qui travaille sur les aspects chimiques de la vision, on a rendez-vous cette semaine en fait pour discuter d'une convergence de nos approches par rapport à cela. Dans notre université, il y a une convergence de plus en plus importante qui se fait, donc c'est très bien. Oui, c'est une évidence pour nous et puis après chacun d'entre nous a envie de voir des artistes parce que ça élargit notre regard. Donc les écoles d'art peuvent être accueillies chez vous? Oui, on accueille beaucoup de gens en ce moment, toutes sortes de gens. Il y a aussi, je n'ai pas du tout montré, nous avons créé ce qu'on appelle ça s'appelle maintenant un living laboratory, un laboratoire de la vie quotidienne, où il y a une immersion dans des différentes situations de la vie. Donc il y a un appartement, il y a un simulateur, il y a aussi une rue artificielle où on peut reproduire tout ce qui peut se passer. Et donc beaucoup des illusions dont j'ai parlé, en particulier de ce que j'ai pas pu montrer là, c'est la perception en mouvement. Parce que quand nous bougeons, énormément de choses évoluent par rapport à notre mouvement, pas seulement des yeux. Donc il détecte l'ensemble des mouvements de la personne, l'impact du handicap visuel ou auditif et vestibulaire dessus, mais aussi l'impact de notre façon de nous déplacer sur notre regard. Je vais venir. Merci Alain José.